Bonjour et bienvenue à cette deuxième semaine du cours de tronc commun d'introduction aux sciences économiques. Dans cette vidéo, nous allons aborder la notion d'élasticité de l'offre et de la demande. Qu'est-ce que c'est que l'élasticité? C'est tout simplement la réaction à une force qui est exercée. Et dans notre cas, nous allons étudier la réaction au prix de l'offre et de la demande. Commençons par l'élasticité de la demande. On parle d'élasticité prix car on étudie les variations de la demande en fonction des variations du prix. Ces variations sont mesurées en termes relatifs, c'est-à-dire qu'on va regarder une variation relative de la demande et une variation relative du prix. L'avantage des termes relatifs par rapport aux mesures absolues, c'est qu'elles ne dépendent pas des unités. Donc on aura une mesure de l'élasticité qui sera indépendante de l'unité choisie, c'est-à-dire qu'on mesure la demande en kilogrammes ou en grammes, et pareil pour le prix, on aura une mesure indépendante de l'unité choisie, que ce soit le yen ou l'euro. Donc l'élasticité prix est définie comme une variation en pourcentage de la demande rapportée à une variation du prix de 1%. En termes infinitésimaux, on regarde donc la variation de la demande rapportée à la demande divisée par la variation du prix rapportée elle-même au prix. On a un signe négatif devant ici pour obtenir une élasticité qui soit un nombre positif. Dans certains cas, certaines personnes ne mettent pas ce signe négatif devant et on se retrouve avec des élasticités négatives, mais il ne faut pas vous en émouvoir. Donc, si on regarde ce calcul infinitésimal, ça nous dit que l'élasticité est la dérivée du logarithme de la demande en fonction des variations du logarithme du prix avec un signe négatif. En première application, pour toucher du doigt l'utilité de cette notion d'élasticité prix, voyons comment le budget alloué à un bien varie en fonction du prix de ce bien. Qu'est-ce que c'est que le budget alloué à un bien, par un ménage ou par un ensemble de ménages? C'est le prix de ce bien multiplié par la quantité demandée du bien. Si on passe au logarithme, on obtient que le logarithme du budget est la somme du logarithme du prix et du logarithme de la demande. Maintenant, si on dérive cette somme en fonction du logarithme du prix, la dérivée du premier terme est 1, la dérivée du second terme est moins l'élasticité du bien en question. Donc on a, si 1 moins E est positif, c'est-à-dire si l'élasticité est supérieure à 1, l'élasticité est relativement importante, le budget est décroissant en prix, c'est-à-dire que l'augmentation du prix du bien en elle-même est un facteur d'augmentation du budget, mais l'adaptation de la quantité demandée, due à une élasticité qui est grande, est plus importante et fait que le budget total décroît. Pour une élasticité égale à 1, on a un budget qui est cette fois indépendant du prix. Et lorsque l'élasticité est inférieure à 1, troisième cas, on a un budget qui est croissant en prix. C'est assez naturel. Si les quantités demandées s'adaptent relativement peu au prix, à ce moment-là, une augmentation du prix donnera lieu à une augmentation du budget total. Mais en termes économiques, de quoi dépend l'élasticité de la demande? L'élasticité de la demande dépend de multiples facteurs. Nous allons en voir quelques-uns. Le premier est l'existence ou non de proches substituts. Comparons par exemple les céréales pour petit déjeuner à de la crème solaire. Si les prix des céréales pour le petit déjeuner venaient à augmenter fortement, les consommateurs pourraient facilement substituer à d'autres produits pour leur petit déjeuner, que ce soit du pain, de la baguette ou des biscottes par exemple. En revanche, pour la crème solaire, il est beaucoup plus difficile de trouver des substituts. Donc, le consommateur pourra moins adapter sa demande face à une augmentation du prix de la crème solaire par rapport à une augmentation du prix du petit déjeuner, ce qui veut dire que l'élasticité de la crème solaire va être plus faible que l'élasticité des céréales pour le petit déjeuner. Un deuxième exemple lié est le fait de considérer une catégorie ou une sous-catégorie. Si l'habillement dans son ensemble venait à augmenter de prix, par exemple suite à une augmentation du prix des matières premières, eh bien, il serait difficile aux consommateurs d'ajuster fortement leurs demandes. Finalement, on a toujours besoin d'acheter des habits. Mais en revanche, si des habits d'une marque particulière venaient à augmenter, le consommateur pourrait facilement
substitués pour d'autres types d'habits ou d'autres types de marques. Donc, ça nous montre qu'il faut faire un petit peu attention ici, parce que si on considère une catégorie dans son ensemble comme l'habillement, l'élasticité peut être relativement faible, alors qu'elle est forte pour chacune des sous-catégories considérées. Troisième facteur est l'importance ou la nécessité des biens. On a d'une part, on va dire, des biens de première nécessité, qui sont des biens relativement indispensables à la vie courante, ou d'autre part, à l'autre extrême, des biens de luxe, qui sont des biens dont on peut très aisément se passer. Le savon étant un bien de première nécessité, et les croisières de luxe étant un bien de luxe. Eh bien, on voit que si le prix du savon venait à augmenter, il serait difficile pour le consommateur de se passer de ce produit, et donc l'élasticité prix du savon est relativement faible. En revanche, pour les produits de luxe, comme les croisières aux Bahamas, là, il est très facile de s'en passer, et donc on a une élasticité qui est plus importante typiquement pour les biens de luxe que pour les biens de première nécessité. Dernier facteur qui est important d'avoir à l'esprit est l'horizon temporel. À court terme et à long terme, on peut avoir des élasticités qui sont relativement différentes. Je m'explique. Si le prix du tabac, par exemple, vient à augmenter, beaucoup de fumeurs qui sont dépendants au tabagisme auraient des difficultés à adapter leur demande très rapidement. Donc, on observe une élasticité à court terme qui est relativement faible. En revanche, une augmentation significative des prix du tabac peut conduire, et c'est le cas, de nombreux fumeurs à arrêter de fumer. Et donc, à long terme, la demande de tabac va baisser plus fortement qu'à court terme. On a donc une élasticité de long terme qui est typiquement plus élevée que l'élasticité de court terme pour le même produit. De même manière que nous avons étudié l'élasticité prix de la demande, on peut étudier l'élasticité prix de l'offre. Très naturellement, on définit l'élasticité prix de l'offre comme la variation en termes relatifs de l'offre rapportée à une variation en termes relatifs du prix, c'est-à-dire une dérivée du logarithme de la fonction d'offre en fonction du logarithme du prix. Quelques déterminants de l'élasticité de l'offre. De la même manière que l'horizon temporel était important pour la demande, il est aussi important pour l'offre. À long terme, il est possible d'ajuster les facteurs de production, donc l'élasticité à long terme est typiquement plus élevée que l'élasticité à court terme. Deuxième facteur, les capacités de production. Si nous sommes en sous-capacité de production, à ce moment-là, il est facile d'augmenter la production ou d'ajuster la production à la hausse ou à la baisse en fonction d'une variation des prix, et donc on a une offre qui est relativement élastique. Troisième point, la capacité de stockage. Lorsque des stocks sont disponibles, il est facile de s'ajuster en libérant les stocks ou au contraire en augmentant les stocks lorsque l'on observe une variation des prix. Donc, dans ce cas-là, on a une élasticité qui est plus élevée que pour des biens qu'il est très difficile de stocker. Le dernier point à souligner est la mobilité des facteurs de production. Prenons par exemple le cas des terres agricoles. Il est possible d'allouer ces terres à différents usages, comme de faire pousser des céréales ou de l'utiliser pour du pâturage ou pour de l'élevage. Si on a donc une variation importante, à la hausse ou à la baisse du prix de certains produits agricoles, il va être possible de réallouer les terres en conséquence et donc d'augmenter ou de diminuer la production de manière conséquente. Donc, la possibilité de réallouer les facteurs de production est un facteur d'augmentation de l'élasticité de l'offre. En revanche, si on prend l'offre de travail, par exemple, on voit qu'en France, c'est une offre qui est relativement peu mobile parce qu'on a relativement peu de mobilité géographique et donc il est généralement difficile de réallouer du travail d'une région ou d'une ville à une autre région ou à une autre ville et donc on a dans ce cas une offre de travail qui est relativement peu élastique. Je vous remercie de votre attention. Dans la prochaine vidéo, nous allons étudier l'équilibre de marché.